En octobre 2022, en République dominicaine, sur une plage isolée, un petit groupe de plongeurs et de techniciens prépare une plongée qui doit entrer dans l'histoire. Parmi eux, une jeune femme attire tous les regards, Audrey Mestre, qui a 28 ans et qui est une Française, apnésiste, l'une des meilleures au monde. Elle n'a qu'un seul objectif ce jour-là, descendre à 161 mètres de profondeur, en apnée, sans bouteille et remonter vivante. Ce serait un record mondial, une performance hors du commun. L'ambiance est étrange. D'un côté, il y a l'excitation, les caméras, l'attente d'un exploit. De l'autre, un silence lourd. Parce que tout le monde sait qu'Audrey va tenter et est au bord de l'impossible. À cette profondeur, l'être humain ne devrait même pas survivre. Les poumons se compressent à la taille d'une balle de tennis. Le cœur ralentit, le sang se concentre dans le cerveau. À plus de 150 mètres, il n'y a plus de lumière, plus de couleur, seulement une obscurité écrasante. Audrey, pourtant, est calme. Elle s'est entraînée des années pour ça. Elle est née à Paris, mais a grandi près de la mer. Elle a toujours eu ce lien particulier avec l'eau, ce sentiment de liberté quand elle plonge. Avec son ami, Francisco, qui est une légende controversée de l'apnée, elle a fait de cette passion une obsession. Ensemble, ils ont conçu ce projet fou, descendre à une profondeur jamais atteinte pour une femme. Les journalistes sont là, les photographes aussi. On a annoncé l'exploit de la presse. C'est censé être une journée historique, mais dans le regard de certains membres de l'équipe, on sent une inquiétude. La logistique n'est pas parfaite. Certains détails ne sont pas clairs. Pourtant, personne n'ose vraiment dire stop. La machine est lancée. Audrey s'avance vers la mer, déterminée, prête à entrer dans l'histoire. Un câble vertical a été installé depuis la surface jusqu'au fond, à 171 mètres. Sur ce câble coulisse une lourde luge métallique, un engin rudimentaire qui doit emmener Audrey vers le fond à une vitesse vertigineuse. En apnée, nos limites. C'est comme ça. On descend en étant tiré par une luge, puis on remonte grâce à un ballon gonflé d'air. Simple en apparence, mais chaque détail doit fonctionner parfaitement. À cette profondeur, aucune erreur n'est pas pardonnée. Audrey prend une dernière inspiration. Une inspiration immense, qui doit remplir ses poumons d'oxygène pour toute la plongée. Puis, elle s'allonge sur la luge. Le signal est donné. Le câble tremble et soudain, la luge file vers les profondeurs. Elle disparaît sous les yeux des plongeurs restés à la surface. Le chrono démarre. En quelques secondes, Audrey passe les 50 mètres, puis les 100. Les premiers mètres défilent à une vitesse impressionnante. Son corps s'alourdit, ses poumons se compriment, mais son esprit est entraîné pour rester calme. Les images montrent la luge glissant sur le bleu sombre, avalée par l'océan. Le silence est total, seulement troublé par le bruit sourd de l'eau qui siffle contre la luge. À la surface, l'équipe suit la descente grâce aux instruments. Les regards sont fixés sur le cadran, le souffle suspendu. Ils savent que dans moins de 2 minutes, Audrey sera à la profondeur la plus extrême jamais atteinte par une femme. Là où les personnes ne sont pas censées vivre. Tout repose sur un système fragile. Un ballon, un câble et quelques plongeurs prêts à intervenir. Le chrono indique qu'Audrey approche les 171 mètres. Le monde retient son souffle. La suite va décider si ce jour restera comme un triomphe ou comme une tragédie. La luge ralentit enfin et s'arrête brutalement au point le plus bas, 171 mètres sous la surface. Un chiffre inimaginable que la plupart des humains, mais qui ne dure qu'un instant pour Audrey. À cette profondeur, il n'y a plus de bleu, seulement du noir, total et oppressant. La lampe, fixée sur la luge, éclaire un cercle étroit, révélant un câble métallique qui s'efforce dans le néant. Le plan est simple. Dès que la luge touche le fond, Audrey doit tirer sur une poignée qui libère le ballon de remonter. Un ballon gonflé d'air, comprimé, censé la propulser à toute vitesse vers la surface. Sur ce geste, d'une simplicité extrême, qui sépare la gloire de la mort. Audrey, concentrée, tend la main. Mais quelque chose cloche. La poignée résiste. Elle force, rien. Le ballon ne se libère pas. Le système semble bloqué. Le temps s'étire, les secondes deviennent des pièges. Dans le silence absolu, Audrey est seule, prisonnière à 171 mètres de profondeur. À la surface, l'équipe s'impatiente. Le câble tremble à peine, mais aucun signe de remontée. Le chrono tourne, 1 minute, puis 2. Ceux qui la connaissent comprennent que la plongée a immédiatement quelque chose qui ne va pas. Une ombre de panique se répand. Mais là-dessous, il n'y a pas de radio, pas de voix, pas d'appel possible.
Audrey est piégée et personne ne peut l'aider. Sous l'eau, Audrey continue à lutter avec la poignée. Ses mains glissent, ses poumons brûlent, le manque d'air commence déjà à se faire sentir. Elle n'a plus que quelques secondes de lucidité avant que le dioxyde de carbone n'envahisse son corps. Ses yeux cherchent un repère, une lumière, une LED. Mais il n'y a rien, seulement l'immense pression de l'océan et ce maudit ballon qui refuse de s'ouvrir. Pendant ce temps, à la surface, la tension devient insoutenable. Normalement, Audrey aurait déjà dû réapparaître, portée par la vitesse fulgurante du ballon. Mais la mer reste calme, vide. On scrute la surface, on attend une gerbe de bulles, une ombre, un signe, rien. Un silence lourd s'installe autour du bateau. Les plongeurs de sécurité commencent à se préparer. Ils savent que chaque seconde compte, mais ils savent aussi qu'ils ne sont pas équipés pour descendre si bas. Personne ne peut atteindre 171 mètres de profondeur si rapidement. À cette profondeur, Audrey est livrée à elle-même. Et pendant que les regards s'échangent, une peur glaciale traverse l'équipage. Audrey est là, au fond, seule face à l'ennemi invisible, le temps. Le bateau est en ébullition. Les chronos affichent déjà bien trop longtemps pour une plongée no limite. Audrey aurait dû réapparaître depuis longtemps. Les regards deviennent fiévreux, les voix se pressent, mais sous cette tension, il y a un problème plus grave. L'organisation des secours est chaotique. Normalement, dans une plongée de ce type, plusieurs plongeurs de sécurité attendent à différentes profondeurs, prêts à intervenir. Ce jour-là, ils sont trop peu nombreux, mal répartis, et certains n'ont même pas d'expérience nécessaire pour défendre spontanément. Personne n'est prêt pour une panne à 172 mètres de profondeur. Un plongeur de sécurité s'élance. Il descend, vite, mais il sait qu'il n'atteindra jamais Audrey. Son matériel n'est pas conçu pour ces profondeurs. Les autres hésitent, certains attendent des ordres, on perd des précieuses minutes dans la confusion. Sous l'eau, Audrey est toujours coincée. Elle a tenté encore et encore de tirer la poignée, mais le ballon est resté immobile. Ses poumons sont vides, son corps lutte, peu à peu, ses gestes ralentissent, la panique se transforme en une étrange torpeur. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à s'éteindre. Chaque seconde est désormais un compte à rebours vers la tragédie. Enfin, après de longues minutes, un plongeur parvient à rejoindre Audrey. Mais il est déjà trop tard. Elle est inerte, son corps flottant à côté de la luge, ses yeux grands ouverts dans le vide. Le ballon, lui, n'a jamais été déclenché. Avec des gestes précipités, le plongeur tente de la ramener. Il s'accroche à elle, la hisse, mais la remontée est lente, laborieuse. Il faut gérer la profondeur, la décompression et surtout sa propre suivi. La panique gronde au bateau, les secondes se changent en éternité. Lorsqu'Audrey est enfin tirée vers la surface, plus de 8 longues minutes se sont écoulées depuis le début de sa descente. 8 minutes sans air, dans l'obscurité totale. On la hisse sur le pont, on tente tout pour la réanimer. Masquage cardiaque, oxygène, cris désespérés. Mais rien n'y fait, son cœur ne repartira jamais. Le rêve de record s'est transformé en cauchemar. Ce qui devrait être une journée historique devient l'un des drames les plus marquants de l'histoire de la plongée en apnée. En Afrique du Sud, au début des années 90, au milieu des montagnes de la province de Northern Cape, ils existent un endroit mystérieux, redouté par les plongeurs, le Bosman-Gat, ou Bushman Hole, un gouffre rempli d'eau douce, l'un des plus profonds du monde, atteignant plus de 280 mètres de profondeur. Un trou béant au milieu d'une plateau désertique. De l'extérieur, il ressemble à un simple étang, mais sous la surface se cache une cathédrale d'eau sombre, gigantesque, où la lumière disparaît après seulement quelques mètres. C'est ici qu'un jeune plongeur sud-africain, Eben Leyden, a décidé de repousser ses limites. Passionné par l'exploration, obsédé par les records, il veut descendre plus bas que la plupart de ses pairs n'ont jamais osé. Pour lui, cette grotte représente un défi, presque une obsession. Ce matin-là, l'eau est calme, le ciel dégagé. Eben enfile sa combinaison, prépare ses bouteilles. Autour de lui, quelques amis plongeurs expérimentés l'aident. Mais l'ambiance est tendue. Tout le monde sait que le Bosman-Gat est un piège. De nombreux plongeurs y ont trouvé la mort, séduits par son silence et engloutis par son immensité. Eben ne tremble pas. Il ajuste son masque, vérifie ses détendeurs et il se laisse glisser dans l'eau sombre. Très vite, les bulles disparaissent dans le silence. La surface s'éloigne. Les premiers mètres sont paisibles, presque apaisants.
Mais plus il descend, plus la lumière se fait rare. L'eau se teint en bleu profond, puis du noir. Chaque mètre avale un peu plus d'air, un peu plus de sécurité. Et Ben continue, attiré vers l'inconnu. À une centaine de mètres de profondeur, Ben sent déjà le poids de l'eau. Ses bouteilles sont lourdes, ses muscles sont tendus. Mais il garde son cap. La paroi rocheuse disparaît, laissant place à une immensité d'obscurité. C'est comme plonger dans un puits sans fond. Le vaisseau de sa lampe balade le vide, révélant de minuscules particules flottantes comme une poussière d'étoiles dans la nuit. Le silence est total. Son souffle résonne comme son casque amplifiant chaque seconde qui passe. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Mais au loin, une forme apparaît. L'entrée d'une galerie latérale. Un tunnel noyé qui s'enfonce dans la roche. Et Ben s'en approche, attiré par la promesse de l'exploration. Mais il sait qu'il prend un risque immense. Ces galeries sont de véritables labyrinthes. Beaucoup de plongeurs s'y sont perdus, incapables de retrouver le câble de sécurité. Pourtant, l'appel est irrésistible. Il pénètre dans la cavité, l'espace se rétrécit, la roche se resserre autour de lui. Sa lampe éclaire un passage étroit, suffisant juste pour que son cœur et son bouteille passent. L'air se fait de plus en plus lourd, la pression plus écrasante. Et au fond de ce boyau, Ben comprend qu'il est peut-être trop engagé. Derrière lui, l'entrée a disparu dans l'ombre. Devant le passage, continue, mais la sortie n'est plus aussi évidente. À mesure qu'Eben progresse dans le tunnel, un malaise s'installe. La galerie est de plus en plus étroite qu'il ne l'imaginait. Sa lampe éclaire des parois rugueuses couvertes de sédiments. À chaque mouvement, de fines particules se soulèvent et troublent l'eau. Rapidement, la visibilité chute. Le faisceau lumineux se heurte à un nuage opaque. C'est comme plonger dans du brouillard. Ben respire plus vite. Son souffle, d'abord régulier, devient précipité. Le temps s'accélère, il se retourne, tente de retrouver l'entrée. Mais, derrière lui, ce n'est plus qu'un mur de particules impénétrable. Plus aucun repère. Le fil d'Ariane, ce câble de sécurité qui aurait dû le guider, n'est plus dans son champ de vision. Il tend la main, cherche un contact avec la roche, un signe de direction. Mais chaque geste ne fait qu'agiter encore plus de sentiments. Le noir se transforme en voile blanc épais. C'est l'un des cauchemars des profondeurs de grottes, être aveuglé par sa propre présence. Ben s'arrête quelques secondes. Il sait qu'il doit se calmer. Mais son cœur bat à toute vitesse. Son manomètre indique que l'air s'épuise de plus en plus vite qu'il ne devrait. À 120 mètres de profondeur sous terre, dans un boyau étroit, chaque seconde de panique réduit ses chances de survie. Il décide de reculer, de retrouver le chemin inverse, mais chaque tentative semble l'enfoncer davantage. Ses palmes effleurent la paroi, soulèvent encore plus de sédiments. Il ne distingue plus le haut du bas. L'eau trouble a tout avalé. C'est un désordre total. Le souffle d'Eben résonne dans son casque comme un tambour affolé. Inspirez, expirez, inspirez. Mais l'air se raréfie. Le manomètre plonge vers une zone rouge. Il le regarde, incrédule. Le temps file trop vite. Son cerveau, privé d'oxygène, commence à se brouiller. Des idées incohérentes se mélangent. Sortir, rester, tout lâcher. Il heurte brutalement une roche avec son épaule. Un choc qui le ramène vite à la réalité. Ses doigts glissent sur la paroi, cherchent désespérément le câble de sécurité. Rien. Le silence est insoutenable. Puis, soudain, un bruit. Un déclic métallique. C'est son propre dentadeur qui grince, signe que la pression d'air est trop faible. L'angoisse se transforme en terreur pure. Ben comprend que la grotte, immense et mystérieuse, est devenue une prison. Une prison dont il est peut-être la clé. Ben continue de tourner dans le boyau, mais chaque mouvement lui coûte cher. Ses bras sont lourds, ses jambes répondent mal, l'air de sa bouteille s'amenuise à vue d'œil. Chaque inspiration est plus difficile que la précédente. Il se force à garder son calme, mais son cœur ne l'écoute pas. Ses muscles tremblent, sa poitrine se serre. Son faisceau lumineux faiblit, il ne distingue plus que des éclats sur la paroi. Le temple semble se distordre, quelques secondes paraissent durer des minutes. L'eau autour de lui devient son ennemi. Elle l'enveloppe, l'écrase, l'étouffe. À plusieurs reprises, il tente de se stabiliser, de réfléchir.
mais son esprit est embrumé. Il pense à regarder à la surface, à l'air libre, au soleil. Mais cette image s'éloigne comme un mirage. Ici, dans le noir absolu, il ne reste que la roche et le silence. Son corps réclame une remontée immédiate, mais il sait qu'il n'a aucune idée de la direction à prendre. Remonter au hasard serait pire encore. L'énergie qui lui reste s'épuise à chercher une issue qui n'existe peut-être pas. Soudain, un vertige violent le frappe. Son corps se met à flotter de travers comme s'il n'avait plus de haut ni de bas. Sa lampe cogne contre une paroi et s'éteint brusquement. Le noir total l'engloutit. Eben tend les bras dans toutes les directions. Il cherche un contact, un indice, une sortie. Mais ses gestes deviennent désordonnés, frénétiques. Son souffle est désormais incontrôlable. Chaque bouffée d'air est une lutte. Le sifflement de son détendeur se fait régulier. Sinistre rappelle que l'oxygène est presque épuisé. Dans cette confusion, son esprit vacille. Il croit entendre des voix, des échos imaginaires. Ses yeux s'écarquillent, mais il ne voit rien. Les images de ses proches surgissent, comme des éclats de mémoire avant la fin. Son corps s'agite encore quelques secondes, frappant les parois, mais l'énergie s'effondre. Ses mouvements ralentissent, son souffle devient un râle étouffé. Dans l'obscurité absolue du Bossman Ghat, Eben est en train de perdre le combat. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie 2 vidéos par jour sur la plongée. Donc si vous aimez les vidéos d'histoire de plongée, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Merci.